Salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit survol en fait de deux trois bricoles que j'ai trouvées concernant la réforme des retraites, nos politiques et autres. Et je finirai sur l'article 7 de la loi JO par vous lire un article. Donc, commençons dans le vif du sujet. Notre ami député de la majorité, Denis Masseglia, qui se plaint que sa permanence parlementaire à Cholet a été victime du mécontentement. Donc insultes et menaces, et faux sang et débranchement sauvage de l'électricité. Une escalade de la violence qui en devient dangereuse. Bon, mon cher Denis, tu es député. Alors, je suis toujours contre tous les principes de harcèlement, d'envoyer des mails d'insultes, etc. Mais en tant qu'homme politique qui a du pouvoir dans les mains, le job aussi, c'est d'encaisser le mécontentement. Donc, pour moi, enfin, j'insulterai jamais un député en message ou autre, en direct peut-être, en tête à tête, mais à travers Internet, je le ferai pas. Je trouve ça vil. Maintenant, on parle d'escalade de violence, ça va, on t'a débranché l'électricité. Ceux qui ont pris le plus de risques, finalement, ce sont ceux qui ont débranché le compteur. Très clairement. Enfin, du moins, le tableau. Parce que là, c'est pas un compteur, d'après ce que je vois, c'est un tableau électrique. Hein, parce que j'imagine bien que les gens qui ont mis les mains là-dedans, ils sont pas habilités, ils n'ont pas utilisé les EPI pour le faire, n'est-ce pas ? Donc, escalade de violence, de la peinture, des autocollants et un débranchage de courant électrique, ça va aller, quoi. Hein, en termes de violence, on a vu pire, non? Enfin, je sais pas, comme des flics, par exemple, qui deviennent très très violents. Et au passage, hein, un gamin de 13 ans qui vient manifester, qui se cale en hauteur pour être un peu visible et être en dehors du lot, et qui se ramasse sur lui une grenade de désencerclement. Ah. Alors il y en a qui pensent que c'est peut-être un ricochet, ou au moment où il tire le paquet de grenades, en fait, c'est des palets qui se séparent. Mais moi, j'ai jamais vu un palais. J'ai encore oublié de couper mon téléphone. J'ai jamais vu un palais de désencerclement qui pouvait remonter à plusieurs mètres de hauteur, à moins que quelqu'un ait des images pour me prouver que je dis le contraire, enfin que je dis une bêtise, pardon. Donc, ouais, alors il y a des remarques qui disent un gamin de 13 ans, il a rien à faire en manif, je suis pas d'accord. Surtout sur la manif des retraites, c'est peut-être lui qui est le plus concerné. Pas forcément moi ou nous, je veux dire, lui c'est pour toute sa vie, il n'a pas encore commencé à bosser, on lui promet déjà de bosser jusqu'à la mort, donc... je pense que c'est les jeunes, justement, qui devraient être le plus énervés, et ceux à qui il reste beaucoup de temps à faire. Non, on remarque même les vieux à qui il reste 2 ans, ils sont énervés aussi. Hein. J'ai des amis qui étaient à 1 an ou 2 ans de la retraite et qui risquent de se retrouver à faire beaucoup plus. D'autant plus qu'on sait que dans cette réforme des retraites, ceux qui vont me trinquer le plus, ce sont toujours les pauvres. Et juste derrière, ceux qui ont des carrières, les classes moyennes, en fait. Les riches, encore une fois, il n'y aura pas de problème avec eux, ils auront des moyens de se financer leur retraite, et ils n'ont déjà pas de soucis, malgré l'inflation. Ils dépensent plus de fric, mais c'est pas très grave pour eux. Par contre, pour ceux qui ont des moyens, qui sont au SMIC ou en dessous, voilà, eux, et ceux qui vont être le plus pénalisés par cette réforme des retraites, ça va bien évidemment ceux qui sont au SMIC et en carrière complète, ceux qui ont commencé tôt, en fait. Donc... moi, ça me choque pas qu'un ado se retrouve en manif, surtout que les parents étaient pas loin. Voilà, moi j'ai commencé, j'étais au lycée aussi, hein, comme beaucoup. Donc c'est une bonne chose. Maintenant qu'il se ramasse un palais, qu'est-ce qui va se passer? Soit il va être terrorisé et puis jamais il ira dans une manifestation. Je suis pas convaincu que ce soit le truc. À mon avis, il va plutôt avoir une grosse rancœur envers les forces de l'ordre et on va commencer à créer des générations qui n'auront plus aucun respect pour les institutions. Alors, notre ministre de l'Intérieur qui dit qu'il n'y a pas de problème avec les forces de l'ordre, bien évidemment, c'est du gros foutage de gueule, hein, on est bien d'accord. On a de plus en plus de soucis parce que les gars sont en roue libre et qu'ils reçoivent des consignes. Et alors, bien évidemment, là encore, il ne faut pas condamner l'intégralité de la police là-dedans.
Nous, en campagne, par exemple, nos gendarmes, on les connaît, ils sont peu nombreux, en fait. Mardi, sur la petite ville à côté de chez moi, on était peut-être une quarantaine à se regrouper pour discuter. Il n'y a pas eu de vrai appel à manifestation dans le coin. Donc on était une petite quarantaine, il y avait 5 gendarmes. Bon, ils étaient paisibles dans un coin, on était paisibles dans le nôtre. À la limite, on aurait pu organiser un apéro et les inviter, c'est pas un souci. Les relations sont très différentes en campagne avec la gendarmerie que vous pouvez avoir dans les villes. Moi, les périodes où je vivais en ville avec la police nationale, ça se passait rarement bien. Parce que les gars arrivent en cow-boy, ils se croient tout puissants, c'est les chevaliers blancs qui arrivent. Moi, quand les rares fois où j'ai eu affaire aux gendarmes en campagne, bah, ils sont courtois, ils sont polis, ils sont pas agressifs. Si on n'est pas agressif avec eux, ça se passe bien, quoi. Moi, j'ai jamais eu, sur toute ma vie, je n'ai jamais eu de problème avec la gendarmerie. Par contre, avec la police nationale, c'est plus compliqué. Donc voilà. Alors là-dessus, on a notre ministre de l'Éducation nationale qui prend la parole sur France Inter et qui parle des violences policières, justement. Est-ce que vous êtes surpris, Pape Ndiaye, de la distance, voire du silence des plus hautes autorités françaises en ce moment sur le sujet? Cela ne me surprend pas parce que l'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République. C'est à peu fort. Vous dites qu'il y a déni, quoi. Il y a déni des autorités françaises. Il y a un déni qui commence à s'effriter. D'ailleurs, on a entendu le ministre de l'Intérieur hier reconnaître quand même qu'il y avait des problèmes, alors même qu'il y a des travaux, des études. Le défenseur des droits a parlé de discrimination systémique à propos des policiers du 12e arrondissement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer en France. On ne peut plus simplement renvoyer cette question à un autre pays comme si nous étions miraculeusement protégés d'une réalité qui est pourtant évidente, qui est celle d'une partie de la jeunesse française, les contrôles aux faciès, les difficultés avec la police, parfois les violences. Est-ce que vous êtes... Alors c'est intéressant d'entendre un ministre actuel de la majorité tenir ce genre de discours. Je pense qu'il va se faire recadrer en fait par le président ou par la première ministre ou Darmanin. Cela dit, le constat il est clair aussi, même si effectivement toute la police n'est pas comme ça, dans les forces de répression sanguinaire, dans les compagnies républicaines de sécurité, il y a effectivement pas mal de gars qui ont plus de cerveau en fait, qui sont cramés complets et qui sont là uniquement pour fracasser du manifestant ou autre. Et d'ailleurs, par rapport au CRS, c'est marrant de voir la différence de traitement quand ils ont des retraités, des familles, des étudiants, des infirmières ou des profs en face d'eux, et quand ils ont des métallos, des cheminots ou des mecs qui viennent des mines, ou enfin voilà, de ce genre de travailleurs, quoi. C'est pas la même chanson, disons. Quand t'as des métallos en face qui bossent toute la journée en physique et qui ont le même gabarit que les CRS et qui ont plus rien à perdre, en fait, là, c'est plus la même chanson. Donc, voilà, à mon avis, c'est bien qu'il y ait des ministres qui disent ça. Ça serait bien mieux s'il pouvait y avoir des actions de la part des ministères, du gouvernement et des institutions pour arriver à cadrer notre police et qui fait n'importe quoi. Alors, je parle de ceux qui font n'importe quoi. Parce qu'effectivement, il y en a quand même dans le tas qui se désolidarisent. Ah, j'y arrive pas. J'y arrive pas aujourd'hui. Bref, qui sont pas d'accord et qu'ils le disent clairement, donc c'est bien. Mais ils sont pas encore assez nombreux. Alors, il y a plein de facteurs qui fait que les relations, elles se dégradent avec les forces de l'ordre depuis maintenant plusieurs années. Cela dit, avant, c'était pas mieux. Si on prend la fin des années 60, mai 68 notamment, ça a été chaud quand même. Ça a été particulièrement violent. Et les manifs qu'il y avait eu avant, même un peu après aussi, ça a toujours fracassé entre les manifestants et les forces de l'ordre. C'est bien, maintenant, nous sommes dans un contexte différent, à une époque différente d'il y a 40 ans, et que même si effectivement la police a le pouvoir de la violence légitime, puisque dans un état de droit, normalement, la violence n'est utilisée que par l'État, il y a des violences qui sont faites par les institutions qui ne sont pas légitimes, et c'est celles-là qu'il va falloir combattre.
Le ministre, il rajoute une chose aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes de couleur aujourd'hui en France qui disent de plus en plus souvent qu'elles ont peur devant les policiers? Est-ce que c'est excessif malgré tout? Ou est-ce que c'est vraiment la réalité? C'est une réalité. Il importe de tenir compte de ce qu'elles ont à dire, en particulier les jeunes hommes dans les quartiers populaires. La relation entre la police et ces jeunes des quartiers populaires, surtout des jeunes noirs et des jeunes arabes, est une relation très dégradée. Qui s'est détériorée à partir de quand? Elle s'est détériorée sans doute à partir du début des années 2000, lorsque la police de proximité a été démantelée, lorsque des logiques aussi de chiffres ont été imposées à la police. Il y a quelque chose là de très préoccupant et on attend justement de la part du gouvernement que la question du maintien de l'ordre, que la question de la police soit un enjeu démocratique, au lieu d'être simplement réservé au ministère de l'Intérieur et à des postures un peu martiales, celles que l'on entend depuis toujours. Christophe Castaner, vous en parlez, qui disait hier 9 Français sur 10 ont effectivement une opinion favorable de la police. La police a fait un travail nécessaire et évidemment important. Mais est-ce qu'il faut en conclure que tout va bien et que rien ne doit être réformé? À l'évidence, non. Bon, effectivement, c'est une position qui est assez mesurée qu'il a, où il exprime quand même son désaccord tout en gardant une certaine marge. C'est son rôle de ministre aussi, hein, de la majorité. Maintenant, 9 Français sur 10 qui ont une vision positive de la police, je ne sais pas si on a les mêmes stats, Castaner et moi, quoi, parce que quand je pose la question, ne serait-ce que dans mon métier, autour de moi, ou à tous les gens que je rencontre, alors je ne le fais pas systématiquement, on est bien d'accord, mais quand il y a de la discussion, la plupart ont une attitude qui est quand même assez méfiante vis-à-vis des forces de l'ordre. Moi, je vous ai dit, avec la gendarmerie, j'ai aucun souci, mais je suis rarement à l'aise. J'ai quelqu'un qui a du pouvoir en face, qui est armé, qui est équipé. Si ça dégénère, moi je suis pas un guerrier, donc je pourrais pas me défendre. Et juridiquement, enfin au niveau de la justice, légalement, il y a des choses bizarres. La parole de quelqu'un assermenté n'est pas équivalent à la parole d'un citoyen lambda. Donc on a quand même quelques problèmes judiciaires. Il y a effectivement des choses à revoir, il faut le faire, sauf que le pouvoir, alors c'est pas depuis le début des années 2000, si je me souviens bien, c'est Sarko qui a fait ça. Puisque sous le mandat de Chirac de 2002 à 2007, si je me rappelle bien, il y avait la police de proximité, et c'est pas lui qui l'a supprimée, ça a été Sarko par la suite qui avait dit que la police n'a pas une mission sociale. Ce qui a été une immense connerie, bien évidemment. Hein, parce que même si effectivement les policiers ne sont pas des assistantes sociales, le fait qu'il y avait de la police de proximité dans les quartiers, ça permettait de créer un lien et ça quand même a apaisé pas mal de tensions. Quand Sarko il a décidé de tout supprimer, ça a amplifié le problème, vu que l'état de droit n'est pas dans certains quartiers. Et là, j'en parle par expérience. Hein. J'ai enseigné, moi, dans des quartiers chauds pendant plusieurs années. Donc, j'ai vu ce que me remontaient les familles à l'époque. Et j'habitais pas loin du quartier. Donc, ça a été cette politique de Sarkozy à l'époque qui a été suivie ensuite par Valls sous le mandat de Hollande et qui a été suivie ensuite par tous les autres sous le mandat de Macron, puisque depuis Sarko, c'est finalement Sarko qui a redonné cette image du président de la République tout-puissant. Chirac, il était quand même assez cool, c'était un mafieux, mais il serrait des pognes, il avait un côté sympathique et il n'a pas trop utilisé les pouvoirs de la Ve République. Sarko, par contre, il a commencé à se lâcher. Hollande a été un petit peu plus mou, mais Macron est dans la directe ligne droite de Sarkozy sur ce plan-là. Donc, ils utilisent notre police uniquement comme un moyen de répression, en tout cas à travers les médias, pour dire attention, si vous n'êtes pas d'accord et si vous allez manifester, si vous allez exprimer votre mécontentement, voilà ce qui va vous arriver. Donc ça les arrange après qu'il y ait des blessés, éventuellement, voilà. Donc il y a quand même actuellement de gros problèmes. Je pense qu'il y a des problèmes à plusieurs niveaux et que le problème principal se situe en haut de l'État, très clairement. Et que par rapport au commandement de la police, etc., ça redescend parce que de toute façon, les gens, enfin ceux qui sont là, ne sont pas là pour penser, quelque part, ils sont là pour obéir. Donc voilà. Après, je pense aussi que comme il y a des policiers qui débrayent, alors attention, la police n'a pas le droit de grève, tout comme l'armée. Mais ils ont d'autres moyens quand même de s'exprimer au niveau de leur mécontentement. C'est bien qu'ils le fassent. De toute façon, il ne pourra avoir qu'une véritable avancée qu'à partir du moment où les forces de l'ordre se rallieront aux manifestants.
Et pour finir sur ce sujet-là, les manifestations où on a très très peu de forces de l'ordre, la globalité se passe très très bien en réalité. Voilà. Alors on va finir cette petite revue par la loi sur les JO qui a été votée le 23 mars. Et donc, c'est pas ça. Du coup, je suis allé voir à l'Assemblée nationale l'article 7 du coup de cette loi, qui est l'article qui pose le plus de problèmes. Alors, je résume, je vous remets dans le contexte. La loi des JO qui a été votée la semaine dernière, non, en début de semaine, je sais pas, je suis perdu dans le temps, donc le 23 mars. Cette loi, l'article 7, légalise un espace de test pour la vidéosurveillance automatisée. Donc le principe, c'est de faire du traitement d'image automatisé. Je vais y revenir à travers un article à la Quadrature du Net. Et cet article 7-là, ce qui m'a intéressé, si on regarde le vote de l'Assemblée nationale, on a quand même... Donc ils étaient... nombre de votants, 73, quand même. Alors je veux bien qu'ils se donnent des mandats, qu'ils ont discuté en commission, etc. Mais enfin, pour un texte que je trouve qui a une telle importance, 73 députés, c'est quand même un peu hein. Parce que là, c'est pas un truc anodin, on n'est pas en train de décider d'une loi technique obscure qui va concerner une partie de l'économie ou des travailleurs. Enfin, c'est une loi qui concerne tout le monde, je trouve, qui va avoir un grave impact sur nos libertés et qui démontre encore une approche du pouvoir et de la gestion de la population de la part de notre gouvernement. Donc sur nos députés, on en a 30 de la Renaissance qui ont voté pour, 3 des Républicains, 9 des démocrates donc Modem et indépendants, Horizon et apparentés, ils étaient 6. Et les indépendants outre-mer territoire, etc., ils étaient seuls. Et le Rassemblement national, je l'ai sauté, ils étaient 10 à voter pour. Et pour les contre, donc, on a eu les écolos, on a eu les socialistes, les écolos, le groupe... en gros, la NUPES, quoi, globalement. Bon. C'est con qu'ils aient pas voté massivement. Encore une fois, ils n'ont pas capté. Ils n'ont pas capté, ils ont voté à l'unanimité quasiment le filtrage de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, sans comprendre ce qu'il y a à avoir derrière. Bon là, sur ce coup-ci, c'est un peu plus flagrant les dangers qu'il y a sur cette loi. Donc du coup, la NUPES a voté contre. Enfin, ils n'étaient pas nombreux quand même, quoi, les gars. Je sais pas, vous auriez pu faire un effort, quoi. Article 7, 59 pour, 14 contre. Sur 580 brouettes députés, quoi. C'est lamentable. Donc je vous prends l'article de la Quadrature du Net. Hein, alors la Quadrature du Net, je vous invite à aller la suivre. À suivre ce collectif qui est très vieux, qui défend les libertés individuelles sur le numérique, qui est un très vieux collectif. Il date de... alors, certainement d'avant, mais moi je l'ai connu à l'époque de Sarko. Sur la première loi Adopi. Donc, vous voyez, ça remonte à un bail et j'ai toujours trouvé qu'ils ont un super discours. Je vous lis cet article. Donc l'article 7 de la loi sur les JO a été adopté ce midi par l'Assemblée. C'est un article qui date du 23 mars. Actant l'entrée formelle de la vidéosurveillance algorithmique dans le droit français jusqu'en décembre 2024. À l'ombre du tumulte de la réforme des retraites et grâce à une procédure comme d'habitude extrêmement rapide, le gouvernement a réussi à faire accepter une des technologies les plus dangereuses jamais déployées. Pour cela, il a usé de stratégies, de mensonges et de récits fictifs pour que jamais ne soit sérieusement et concrètement discuté le fonctionnement technique de ces outils et leurs conséquences politiques et juridiques en termes de surveillance de masse. Grâce à une majorité totalement désinvestie et au soutien total de l'extrême droite, la VSA a donc pu être légalisée sur la base de mensonges, sapant toujours un peu plus le jeu démocratique. Ouais, parce que une loi comme la réforme des retraites, globalement des réformes des retraites, on en a tous les 5 ans. Et le système est réajusté, etc. Il y en a qui passent plus ou moins. Par contre, ça,
Ça sera voté qu'une fois. Alors officiellement, ça c'est censé s'arrêter en 2024, sauf que c'est faux. Il y a déjà 200 communes qui utilisent ce type de vidéosurveillance à plus ou moins, comment dire, avec plus ou moins de performance, avec des systèmes plus ou moins assistés. Mais ça fait, il y a 200 communes en France et ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont expérimentées. Le mensonge de la biométrie, le gouvernement a répété et inscrit dans la loi que la VSA ne relevait pas de la surveillance biométrique. C'est totalement faux. Cette technologie identifie, analyse, classe en permanence les corps, les attributs physiques, les gestes, les silhouettes, les démarches, qui sont incontestablement des données biométriques. Nous n'avons cessé de l'expliquer et de le rabâcher aux rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée, ainsi qu'aux députés, comme l'ont également fait 38 organisations internationales et une quarantaine d'eurodéputés qui ont récemment interpellé le gouvernement. Mais celui-ci a continué de s'enfoncer dans ce mensonge, à la fois technique et juridique. Ainsi, la France viole à nouveau le droit de l'Union européenne et consacre sa place de championne européenne de la surveillance. C'est extrêmement représentatif de la façon dont nos gouvernements, depuis 2007, et Hollande inclus, voient la gestion du peuple, en fait. La gestion populaire et la surveillance de masse. On leur fait peur. Ils sont tellement corrompus. C'est mon analyse et c'est mon avis personnel, là. Je pense que ce sont des gens, nos députés, nos politiques globalement, qui, pour la plupart, il y a bien évidemment des exceptions, sont tellement corrompus par leurs fonctions. Alors corrompus pas forcément financièrement, il y en a dans le tas qui sont malhonnêtes, mais je ne parle pas de cette corruption-là. Je parle d'une corruption intellectuelle par le pouvoir. Par le fait qu'ils sont arrivés à un poste où on leur demande de décider, où ils ont beaucoup de pouvoir, on leur demande de décider dans l'intégralité des domaines, même y compris dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas, et on leur donne les responsabilités, alors je mets des gros guillemets sur responsabilité qui vont avec, mais dans leur tête, ils ont cette responsabilité, même si dans les faits, ils n'en ont quasiment aucune, à part le fait de ne pas être aimé par la population, éventuellement de ne pas être réélu. Et donc, ils sont systématiquement dans la toute-puissance. Et tous nos élus, et ça fait des années que je le pense et que je le vois, ne serait-ce que dans des communes toutes petites à travers les élus municipaux qu'on peut avoir d'un certain âge, à partir du moment où ils sont élus, ils ne comprennent pas qu'ils ne sont ni omniscients ni omnipotents. Ce sont juste des représentants. Or, à l'échelle du gouvernement, où ils sont censés avoir des responsabilités, ce qui n'est pas vrai, du coup, ils vont utiliser un maximum de contrôle et de pouvoir pour essayer de conformer notre système et les gens à ce que eux ont comme représentation de ces gens-là. Quand ils voient une foule d'1 million de personnes, dans leur tête, nos députés et nos ministres, ils pensent à la révolution. Alors que ça peut être très bien, et ça, on l'a déjà vu dans les années passées, qu'il y a des grosses manifestations qui ne sont pas violentes, qui sont simplement soit là en soutien, soit là pour contester des trucs, mais tranquillement. Voilà. Et bien évidemment, là encore, notre gouvernement, c'est pas nouveau, mais c'est devenu de plus en plus flagrant avec les années, mentent en permanence. Et ils s'amusent derrière à faire des lois, en plus soi-disant contre les fake news, pour encadrer machin qui est un escroc ou autre. Alors qu'ils fassent des lois sur les influenceurs, moi je suis d'accord avec le principe, il faut assainir cette profession. Ça serait bien qu'ils fassent les mêmes lois au niveau des députés et des ministres qui leur interdisent d'utiliser la manipulation et le mensonge pour arriver à des fins politiques ou à de l'idéologie, y compris si ce sont des ministres ou des gens des institutions. Bref. Le mensonge de l'utilité. Le gouvernement a utilisé les Jeux Olympiques comme prétexte pour atteindre plus vite l'objectif fixé depuis des années de légaliser sur cette technologie, s'inscrivant par là dans la tradition observée partout ailleurs et consistant à instrumentaliser de façon très opportuniste les méga-événements internationaux. Le gouvernement a réussi à faire croire à une nécessité fabriquée de toutes pièces pour repérer les colis suspects ou prévenir les mouvements de foule. Ces événements sont soudainement devenus la nouvelle priorité du ministère de l'Intérieur et des députés zélés qui n'ont de cesse de résumer la sécurité des JO à ces situations, rarement identifiées comme prioritaires en temps normal, et dont nous démontrons ici c'est un lien, que la résolution dépend davantage de maîtrise humaine que de technologie. Ainsi, la VSA a été acceptée sur le seul fondement d'un mythe bien ancré selon lequel la technologie permettrait d'assurer magiquement la sécurité, sans qu'aucune évaluation ni démonstration de l'utilité ou de la proportionnalité de ces technologies très opaques n'ait jamais été honnêtement réalisée.
Ouais. Encore une fois, le seul moyen d'arriver à gérer de la foule, c'est des flics partout, de les mettre en rang d'oignons, etc. On arrive de plus en plus dans une gestion de notre État à la chinoise. Et ça fait plusieurs années, depuis le premier mandat de Macron, que moi je tire la sonnette d'alarme là-dessus et que je pense très sincèrement que le seul but de ces mouvements idéologiques qu'on a au niveau du gouvernement, donc Renaissance et tous ces groupes politiques, ils ne veulent que de la suprématie sur le peuple. Ils considèrent qu'ils sont omniscients, encore une fois, qu'ils ont tout le temps raison envers et contre tout, et que tout doit fonctionner comme eux l'ont décidé, et que ceux qui ne sont pas d'accord ont juste à fermer leur gueule, sinon ils se ramassent du lacrymo et des matraques dans leur visage. Voilà. Je pense pas que ce soit des gens qui aient à cœur, qui soient des patriotes et qui aient à cœur réellement le pays. Toute la Macronie, en fait, pour moi, ce sont des opportunistes, ce sont des supra-libéraux, mais ils ne sont pas vraiment libéraux, parce que de toute façon, ils ne libéralisent pas finalement le marché, ils ne lèvent les verrous que pour une oligarchie, que pour une certaine tranche de la population, qui est vraiment très très minoritaire, parce que même les plus riches, je parle des gens normaux, hein, ceux qui sont des citoyens, mais qui touchent 10-15 000 euros par mois, même eux sont perdants, en fait, avec ce gouvernement-là. Le mensonge technique. L'application principale de la VSA consiste à identifier des comportements que la police aura préalablement définis comme suspects. Ben dis donc, si c'est la police en plus qui définit les comportements suspects, quand on voit leur niveau de gestion de la foule actuelle, on peut vraiment s'inquiéter. Arbitraire et dangereux par essence, le fonctionnement de ces algorithmes n'a jamais été expliqué par le gouvernement, et pour cause, il n'est sans doute pas compris par la majorité des décideurs, même les développeurs d'ailleurs. Incompétence inexcusable ou volonté assumée de noyer le poisson, dans tous les cas, cela a ramené le combat, les débats parlementaires à un niveau extrêmement bas, comme tous les débats qu'on a eus jusqu'à présent, hein, ou presque, qui n'est pas à la hauteur des enjeux gravissimes soulevés par ces technologies biométriques. Grâce à l'aide des rapporteurs Renaissance, Guillaume Villeté et Sacha Houlier, le remplaçant, et de quelques députés, ce sont les rhétoriques de minimisation tirées des arguments de vente des entreprises de la VSA, les mensonges et les inepties techniques qui ont prédominé. Ce qui en ressort, c'est l'incapacité patente du Parlement à discuter de ces questions techniques, mais surtout de la crainte légitime que la société doit avoir pour le futur, au vu de l'incompétence des représentants à appréhender les contours et les dangers des prochaines technologies qui émergeront. À l'heure où les images de violences policières inondent les écrans, où la police, armée de matraques, assure le service après-vente des mesures impopulaires au possible, l'accentuation de la surveillance policière participe d'une stratégie politique visant à étouffer toute contestation. Il faut dénoncer ces manœuvres permettant à l'État de détourner la réalité des prérogatives de surveillance qu'il s'arroge, particulièrement dans un contexte où les mots sont sciemment déviés de leur sens, où l'on tente de nous convaincre que la surveillance c'est la protection, que la sécurité c'est la liberté et que la démocratie c'est le passage en force. On est typiquement dans les adages de 1984. On revient souvent à ce livre, mais c'est tellement un livre qui est un condensé de tout ce qui se passe actuellement, condensé des années 80 justement. Il est magique. Il est nécessaire de visibiliser, de contrer ce faux jeu démocratique et de remettre en cause sans relâche les pouvoirs exorbitants attribués à l'appareil policier français. Je suis d'accord avec ça. Il n'est pas nécessaire d'évoquer une dystopie à la chinoise pour reprendre la mesure des dangers, ce que je fais souvent parce que pour moi c'est la même chose. C'est pas une dystopie en fait, c'est une comparaison. Les Chinois ont ce système qui fonctionne actuellement et on en voit les problèmes de loin. Mieux vaut regarder l'histoire française et le climat politique actuel pour mesurer et comprendre la fuite en avant sécuritaire visible depuis 20 ans, toujours plus de caméras, de surveillance et de fichiers, dans une dépolitisation croissante des enjeux sociaux et d'une perte de repères des décideurs politiques. Je suis bien d'accord avec ça, mais c'est pas nouveau, cette perte de repères, elle date de... Il y a eu une période de relâchement, en fait, dans la période Mitterrand-Chirac. Mais à l'époque de Destin et avant, l'État était très centralisé et avait une grosse mainmise sur ce que pensaient les gens. La différence, c'est que les gens, quand ils descendaient dans la rue, ils y allaient pas pour faire des manifs en gueulant pas contents. Ils y allaient
pour que ça fight, et que le gouvernement, il avait une politique qui était dure, mais il savait qu'en face, c'était pareil, et que les gens, ils comprenaient que quand on fracassait justement, que ça devenait violent, bah, les politiques, à un moment donné, finissaient par faire machine arrière. C'est ce que n'ont pas compris nos politiques actuelles. C'est que la protection que leur offrent les forces de l'ordre n'est qu'une protection qui est une chimère. Elle le tient pour l'instant parce que le peuple est d'accord avec ça. Alors, reprenons. Ainsi, les débats sur la loi JO ont principalement brillé par la perte de boussole politique des dirigeants qui semblent hermétiques à tout questionnement sur ces sujets. Ils sont hermétiques à tout questionnement sur beaucoup de sujets, hein, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux. Cette première légalisation de la vidéosurveillance automatisée est une victoire d'étape pour les industries sécuritaires françaises. Elles qui demandaient depuis des années à pouvoir tester leurs algorithmes sur les populations pour les perfectionner et les vendre à l'international, les voilà servis. Bientôt, Thales 22, Tuan, Neuro pourront vendre leurs logiciels biométriques à d'autres États, tout comme Indemnia qui a vendu sa technologie de reconnaissance faciale à la Chine. La start-up 22 n'a même pas attendu que le vote de la loi pour annoncer en fanfare qu'elle avait levé 22 millions d'euros pour devenir, selon ses mots, le leader européen de la VSA. Du côté des institutions censées préserver les libertés, comme la CNIL, on note une démission totale. Institution dotée de véritables capacités de contre-pouvoir pour mesurer les velléités étatiques de surveillance à sa création en 1978, la CNIL est devenue un service après-vente des mesures gouvernementales et s'applique méticuleusement à accompagner les entreprises à exercer une bonne surveillance afin de préserver les intérêts économiques de l'industrie en dépit de toute considération pour les droits et les libertés collectives. Cette première légalisation de la vidéosurveillance automatisée va nécessairement ouvrir la loi à toutes les autres technologies de surveillance biométrique, audiosurveillance algorithmique, reconnaissance faciale, suivi biométrique des personnes a posteriori. Nous n'allons pas lâcher le combat, nous continuerons de dénoncer les mensonges du gouvernement, nous serons présents dès que la première expérimentation sera mise en œuvre pour documenter les abus inévitables auxquels conduisent ces technologies. Nous cherchons des moyens de les contester devant les tribunaux et nous nous battrons pour que cette expérimentation ne conduise pas, comme c'est hélas probable, à leur pérennisation. Nous continuerons de refuser ces technologies et la technopolice qu'elles incarnent, notamment en nous battant au niveau européen pour obtenir leur interdiction. Alors si vous voulez nous aider dans cette lutte, gardez un œil sur ce qui pourra lancer dans les mois à venir. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don. Voilà. Donc, vous aurez bien évidemment le lien, encore une fois, puisque je l'ai déjà fait, de la Quadrature du Net dans la description. Je vous invite vraiment à suivre ce qui se fait. La liberté numérique est fondamentale. J'essaye de faire comprendre ça à beaucoup de gens depuis des années et des années. Et ça passe pas, en fait. Beaucoup de gens ne réalisent pas l'impact et la puissance de ces outils. Vous avez, si on regarde la façon dont notre débat Twitter, par exemple, on retrouve cette manière de discuter maintenant dans la réalité. Les réseaux sociaux, au moins les politiques en ont pris un peu conscience, même si la loi est mauvaise, mais en tout cas ils en ont pris conscience qu'elle a un impact, les réseaux sociaux ont un impact dans la réalité. Alors sur les jeunes, bien sûr, mais pas que sur les jeunes. Et les outils numériques sont, pour moi, absolument fabuleux. Mais comme ils sont extrêmement puissants et performants, ils sont dangereux. Il faut les encadrer et il faut faire attention. Ça fait 20 ans que je lutte contre les dérives de l'utilisation par les entreprises ou par les gouvernements de ces outils-là. À l'époque où j'étais enseignant, j'étais contre base élève. Parce que, j'étais pas contre le fait de centraliser une base de données, j'étais contre le fait que ce soit fait comme ça à l'époque de Sarko. Et finalement, bien évidemment, elle est passée quand même, et il y a beaucoup de choses qui sont problématiques dans ce traçage-là. Les intelligences artificielles deviennent de plus en plus puissantes, deviennent de plus en plus performantes, et on va arriver à terme dans un délire à la Minority Report. Alors, on prévoira pas le futur, parce que ça, même les IA n'en seront pas capables, mais on va arriver dans un cadrage de l'intention. On en est encore avec les abus d'interpellation qu'il y a pendant les manifestations, où on se dit « Ah ouais, mais ils allaient devenir violents ». On ne savait rien.
Ils en savent rien, les flics, quand ils font ça. C'est juste finalement le moyen de faire taire les gens et d'essayer de leur faire peur. Donc, s'il vous plaît, si vous pensez que vous n'êtes pas concerné par ce genre de surveillance, par les libertés du numérique, je vous invite vraiment à aller vous documenter et vous allez comprendre, j'espère que vous allez comprendre que c'est hyper dangereux. Ces outils sont géniaux, ils sont fabuleux, ils nous apportent déjà énormément de choses très positives. Je parle de l'intelligence en général, l'intelligence artificielle en général, mais dans le cadre de l'usage global, dans le cadre de la limitation des libertés, il faut être extrêmement vigilant et il n'y a que les gouvernements et les États qui peuvent cadrer ça et qui peuvent cadrer les grandes entreprises. Parce que ces fameuses entreprises qui développent leurs IA, elles vont bien évidemment faire du commerce, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a de la récolte d'informations. Et il ne faudrait pas être dupe. Je ne vois pas ces entreprises-là ne pas mettre un moyen de récupérer les infos de leurs intelligences artificielles, y compris dans un cadre qui n'est pas le leur. Donc, s'il vous plaît, documentez-vous et essayez de rejoindre la Quadrature, essayez de les soutenir, partagez les informations, c'est ça qui est important. Je le fais pas souvent, mais je vous invite à liker, à partager la vidéo si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous, j'en ai besoin aussi pour donner plus de visibilité à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.